La sûreté nucléaire en question, un discours du président de la République lors de la réunion sur la sûreté et la sécurité nucléaire qui a été prononcé il y a moins de 2 heures. L'adoption d'un plan de sûreté nucléaire par les 151 États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis une sérieuse polémique sur un chiffrage au doigt mouillé, si j'ose dire, par un des responsables du commissariat à l'énergie atomique dans le Figaro de ce matin, Bernard Bigot, au cas où la France sortirait du nucléaire. Bref, le nucléaire est à nouveau au cœur de l'actualité. Thierry Charles, c'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est embarrassant, ou c'est bien finalement que ce soit l'objet d'un débat public incessant? Bien, je pense qu'il est important que l'on parle effectivement du nucléaire, puisqu'en France, le nucléaire est une des énergies dominantes, entre guillemets, notamment pour produire du courant électrique. Et donc, il est important que nos concitoyens puissent participer au débat. Participer au débat, ça veut dire avoir accès à de l'information, comprendre ce que c'est le nucléaire, comment sont faites les installations, comment elles sont dimensionnées, mais aussi quelles en sont les limites, et surtout comprendre par rapport, notamment malheureusement, à l'accident qui a eu lieu au Japon, donc très important, comme vous le savez, comprendre en France comment ça marche, quels sont les problèmes. Le plan de sûreté nucléaire proposé par M. Amano a été retenu, mais en même temps, c'est un plan non contraignant. Ça veut dire qu'on en est au stade des grandes déclarations, mais qu'il n'y a pas de dispositif coercitif pour les États à le suivre. Bien, je pense qu'on n'en est pas dans le coercitif, mais le point important, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective de l'intérêt de travailler en commun sur la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire, ça demande notamment de profiter au maximum de l'expérience dont on dispose. L'expérience, tous les pays en ont. Ça demande aussi d'avoir de la connaissance, une connaissance sur les risques, sur les procédés. Et cette connaissance, ça coûte très cher d'avoir de la connaissance dans le nucléaire, ça demande un certain nombre de recherches. Et on a besoin de la porter en commun. Donc tout ce qui peut conduire à ce que les pays se fédèrent pour favoriser ce partage d'expérience, favoriser le développement de la connaissance, c'est bon pour la sûreté. Grégory Ronina, moi, ce dont je suis frappé, il n'y a pas de sujet tabou dans une société ouverte et transparente comme l'est devenue la nôtre. Pourquoi sur le nucléaire, immédiatement, ça prend des dimensions de psychodrame collectif? Enfin, si je vois l'échange de noms d'oiseaux que s'envoient Éric Besson et Eva Joly, l'un traitant l'autre d'irresponsable, l'autre de nucléocrate, intoxiqué ou endoctriné, enfin bon, on se dit qu'on est dans l'irrationnel total. C'est vrai que ce matin, le patron du CEA a dit à la fois ça coûterait une fortune, au moins 3 fois ce que ça va coûter à l'Allemagne, et puis dans un autre paragraphe, il dit mais en fait, on ne peut absolument pas chiffrer aujourd'hui ce que serait la sortie du nucléaire, et Denis Baupin dit c'est de l'intoxication. On est dans l'irrationnel total. Comment vous comprenez ça ? Je crois que le point de départ de ces passions qui se déchaînent, je pense que c'est la nature des dangers nucléaires. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'industrie nucléaire, hein. Comme l'a rappelé Jacques Repussard à LCI la dernière fois, c'est une industrie les dangers de cette industrie, c'est quand même l'éradication des territoires. Donc c'est normal que ça déchaîne les passions. Mais justement, vu que c'est du sérieux, on pourrait attendre notamment des élus et des responsables, des porteurs de la parole publique qui soient encore plus responsables sur ces questions. Et là, on a l'impression que c'est au contraire une sorte de déchaînement... Oui, ce qui pourrait illustrer ce que vous dites d'ailleurs. Moi, j'avais été assez content en tant que citoyen de l'intervention de l'ASN et de son président, André-Claude Lacoste, il y a un peu plus d'1 an, qui avait, donc l'autorité de sûreté nucléaire française avait collaboré avec d'autres autorités en Europe pour dire qu'il y avait un problème sur le contrôle-commande d'EPR. Donc j'avais trouvé ça très courageux, d'autant plus qu'à cette époque, c'était avant Fukushima, on lui avait reproché beaucoup parce que, évidemment, on avait dit juste après l'échec commercial, c'est normal puisque l'ASN ne nous a pas aidés à vendre l'EPR. Donc je crois que l'ASN a passé un sacré moment inconfortable et s'est fait, à mon avis, tirer les bretelles par le monde politique.
Donc on est dans une sorte de tension quand il y a une avancée dans la transparence. Et c'est vrai pour le chiffre. Aujourd'hui, on est rassuré. Ouais. Alors c'est vrai aussi pour les questions de chiffrage, puisqu'Éric Besson disait lui-même qu'il n'arrivait pas, en fait, qu'il n'y avait pas de chiffrage faisable aujourd'hui de ce que coûterait une sortie rapide du nucléaire. Et en même temps, la Cour des comptes elle-même doit remettre, je crois, début 2012, un rapport sur ne serait-ce que le coût de la filière nucléaire que personne aujourd'hui est capable, d'un certain point de vue, d'estimer. Donc on paye aussi peut-être beaucoup d'années alors les opposants diront le lobby EDF nucléaire, mais de manque de transparence. Peut-être que c'est le couvercle qui saute et que c'est pour ça qu'on rattrape du retard aujourd'hui. C'est votre avis ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de nervosité, plus que d'irrationnel. Je pense qu'on commence à voir craquer une chape de plomb autour du nucléaire. Le débat n'était pas possible. Fukushima l'a rendu possible aujourd'hui. Et d'un seul coup, tous les sujets deviennent abordables. Et c'est bien normal. Le chiffrage du nucléaire, personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Personne ne sait dire combien va coûter le démantèlement. Donc les chiffres qui ont été lancés aujourd'hui... Surtout que c'est le différentiel qu'il faudrait calculer. C'est qu'est-ce que ça coûte de continuer et puis que coûte un certain nombre de scénarios de sortie. Absolument. Et pas le coût brut, Absolument. évidemment. On a qu'un seul chiffre et des économistes très sérieux ont tenté de faire des calculs et ils estiment que, grosso modo, ça coûterait aussi cher de renouveler l'ensemble du parc nucléaire après 2030-2040 que de passer à 100% énergie renouvelable. Si on est capable de le faire. C'est une ambition, pas une ambition. Est-ce qu'on est capable aussi de passer à 100% du nucléaire ? Pourquoi pas ? Mais la question n'est pas là. C'est-à-dire que ces chiffrages n'ont pas de sens si l'on ne met que du côté de la balance, simplement, ça nous coûtera tant. Ça n'a aucun sens. Il y a des chiffres bien plus effarants que ça sur tout un tas d'investissements. C'est très important de faire des investissements dans l'énergie. Donc, c'est pas un chiffre très, très important d'annoncer 250 milliards de dollars ou d'euros pour sortir du nucléaire en Allemagne. D'ailleurs, ça a été annoncé sans pathos. C'est simplement dire ça coûte autant. Fukushima, c'est plus de 100 milliards d'euros de coûts pour la société japonaise. Thierry Charles, les questions de sûreté nucléaire ne gagneraient-elles pas à être abordées dans une ouverture d'esprit suffisamment large, c'est-à-dire soit on continue à assumer ce primat du nucléaire si les forces politiques qui sont élues, la présidence, etc., continuent, mais aussi si la France décide d'engager un processus similaire à celui de l'Allemagne, c'est-à-dire une sortie progressive du nucléaire, comme le promettent avec des nuances entre les candidats socialistes, donc au cas où un président socialiste serait élu. Je dirais que un débat dépassionné, ça serait bien sûr l'idéal. Par contre... Vous n'y croyez pas beaucoup à votre tête. J'y crois pas beaucoup, malheureusement. Les faits le montrent un petit peu. On voit vite que le moindre événement qui affecte le nucléaire est un sujet rapidement plus ou moins de polémique. Donc, comment le faire évoluer ? Il est évident que de ce point de vue, tout à l'heure, vous parliez de la transparence qui s'est renforcée depuis Fukushima. Je dirais que la transparence, je me rappelle, il y avait eu un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui dépend du Parlement, donc, qui avait intitulé, je crois que c'est le rapport Bataille, je ne me trompe pas, qui avait intitulé son rapport « La longue marche de la transparence ». De mémoire, c'était dans les années 97-98. Donc, on voit bien que on part d'une certaine époque assez lointaine et on voit des évolutions qui, je trouve, maintenant deviennent importantes. Actuellement, faire passer le débat dans le public, entre guillemets, ça suppose que les relais se développent avec ce qu'on appelle la société civile pour cette prise de conscience et cette volonté de discussion un petit peu dépassionnée. Tant qu'on n'aura pas trouvé un petit peu cet ensemble de relais et cette volonté, parce que derrière, s'il n'y a pas de volonté, on ne pourra pas arriver à avoir un débat dépassionné, on n'avancera pas sur ce sujet-là. Grégory Rolina. Oui, je crois qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, par les médias, par les chercheurs. De mon côté, il s'agit vraiment pas d'instrumentaliser les gens pour les transformer en pro-nucléaire. En tout cas, c'est pas du tout mon ambition. Mais ce que j'ai essayé de faire par mon travail et ce que j'ai retranscrit dans mon ouvrage, c'est
tenter de montrer comment marche concrètement un système de contrôle et d'évaluation de la sûreté nucléaire. Et je pense d'ailleurs que c'est bénéfique pour tout système de contrôle. On le voit, on en a besoin. On peut aller hors du nucléaire, ou trop, il y a eu des problèmes de dysfonctionnement. Il est intéressant de voir les limites d'un système de contrôle, toujours, Kerviel, même... oui, c'est ça. Dans n'importe quel type de systématique, à un moment donné, tester les instances de contrôle, les verrous... Il faut la restituer aux citoyens. Il faut donner les moyens aux citoyens de se forger une opinion. J'espère que le nucléaire sera plus efficace en la matière que la justice française après ou trop, parce que j'ai pas vraiment l'impression que les bilans aient été tirés. Patrick Pirot. Moi, je trouve que c'est tout à fait obsolète comme démarche aujourd'hui. Fukushima prouve aujourd'hui que les statistiques qui ont été faites sur les accidents nucléaires ne sont plus valables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la balle est entièrement dans le camp des politiques. Il est l'heure de décider si oui ou non nous sortons du nucléaire. Je ne crois pas que la pédagogie apporterait grand-chose aujourd'hui, parce que c'est un débat à caractère technique, mais surtout aujourd'hui politique. Et il y a quand même une question de fond qui s'est posée avec Fukushima, après Tchernobyl, Three Mile Islands, et puis d'autres accidents dans d'autres circonstances. C'est est-ce que cette technologie est à portée de contrôle des mécanismes, des processus humains dont vous parlez? Est-ce qu'elle est à portée? C'est une véritable question qui touche au social, à la société, à la philosophie, aux politiques. C'est cette question qui m'intéresse. Parfaitement, mais moi je pense que les politiques aujourd'hui, avec ce que nous savons, avec ce que nous avons constaté, sont en mesure de prendre une décision. Sortons-nous, oui ou non, du nucléaire, et qu'il n'y a pas plus de pédagogie à faire. Fukushima, c'est une énorme pédagogie planétaire. On a le droit de ne pas aller plus loin que ça et de se dire, ma foi, est-ce que TEPCO, qui était en gestion, est plus tricheur que DF ou non? C'est vain, ça, aujourd'hui. Je pense qu'on est devant un débat fondamental, et je trouve que la prise de conscience qui se passe du côté des socialistes est salutaire. En revanche, du côté de l'UMP, moi, je trouve qu'on s'enferme dans une position absolument dogmatique qui consiste à dire, nous, en France, on est meilleur que les autres. Auparavant, on disait, oui, quand c'est arrivé à Tchernobyl, ce sont les Russes, c'était le régime qui était... La Russie, l'URSS, c'était le régime qui était en déliquescence. Que va-t-on dire des Japonais aujourd'hui, auxquels on faisait tant confiance? Ah oui, finalement, ils n'étaient pas si bons que ça, puis après, ce sera les États-Unis. Jusqu'où repousser l'échéance, peut-être, de ce débat qui, aujourd'hui, appartient aux politiques? Thierry Charles. Bien, je suis d'accord que le choix appartient aux politiques, c'est évident de ce point de vue-là. Par contre, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la position des politiques, le nucléaire en France a encore une certaine durée, quelle que soit la solution retenue. Et donc, de ce point de vue-là, il faut de toute façon garantir la sûreté. Et garantir la sûreté, ça veut dire, bien entendu, d'un côté, faire les évaluations qui vont bien pour vérifier comment se comporte une installation. Et de ce point de vue-là, les opérations post-Fukushima, avec ce qu'on appelle les évaluations complémentaires de sûreté, les stress tests à la française, c'est un moyen... C'est un moyen qui a deux objectifs. Un, pour les techniciens, de regarder une nouvelle fois, en allant plus loin, les installations, oui, c'est quoi leurs limites? Et en même temps, c'est un exercice qui permet de dire à tout le monde, finalement, puisque les éléments sont publics. Actuellement, donc, les exploitants viennent de rendre leurs copies, leurs documents la semaine passée, et l'ASN, donc à la demande du gouvernement, a placé sur son site internet tous les documents. Donc tout est disponible. Donc finalement, même irrationnel quelquefois, cette pression de l'opinion publique, ces peurs, ces inquiétudes, elles font quand même, pour le chercheur que vous êtes, plutôt avancer les choses. Mais je pense qu'il faut impérativement, tout système de contrôle doit avoir sa transparence. En fait, il est devant l'opinion. Finalement, si on fait de la sûreté, c'est pas pour se faire plaisir, nous. C'est parce qu'on veut protéger les citoyens et l'environnement des risques liés au nucléaire. Donc, par définition, il est important que les citoyens puissent comprendre. Moi, j'aime bien le mot « se forger son opinion ». Et pour ce faire, il faut quand même que les gens comprennent un peu ce que c'est. Après, on peut conclure, le risque nous paraît trop important, il faut s'arrêter, ou on pense que le risque est gérable. Ça, c'est autre chose, c'est un choix politique. Patrick Pirot, vous pensez qu'il est consubstantiel à l'énergie nucléaire de garder son périmètre de secret, de
de non-transparence vis-à-vis de l'opinion publique? Non, c'est indéfendable aujourd'hui, c'est absolument indéfendable. On ne peut plus, les risques sont bien trop importants. Est-ce que vous imaginez que 25 millions de Français vivent à 80 km d'un site nucléaire? C'est-à-dire que si ça pète, eh bien, voilà, on est 25 millions de personnes qui sont dans un périmètre potentiellement atteignable. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de garder le secret vu les circonstances? Moi, je voudrais revenir sur les tests de résistance des centrales nucléaires. Comment ont-ils été décidés? On a soigneusement éliminé un crash d'avion, des attaques terroristes, des cyberattaques. Les critères ont été décidés dans une certaine confidentialité. Ça n'a pas été beaucoup plus public que ça. Donc, moi, je reviens à la même question. Une réponse en une minute, à peine. Très rapidement, en pratique, pour les agressions malveillantes dont vous parlez, ce sont des sujets qui sont traités par ailleurs. Ils n'ont pas été écartés. Mais vous comprenez bien que certaines informations ne peuvent pas être placées à l'extérieur, sinon vous donnez des idées sur comment faire mal. Donc, il y a eu une séparation. La partie sûreté, elle, est offerte à la place publique, et les documents sont tous disponibles. Et la partie sécurité, finalement, elle, est traitée de manière séparée. Débat à suivre, évidemment. Merci, messieurs. Le rappel des titres dans un instant, la crise financière ensuite. Vaste programme.